On a commencé à l'époque chez Papa Tira. On est parti à Nyangezi pour rencontrer l'ancien gouverneur Marcelin Chichambo qui nous a parlé des enfants des évolués. Gisebelkonaishi Ukukwetu. On a rencontré Madame Bachou, Maman Bachou. On avait rencontré Madame Mathilde Mouindo. On avait rencontré Papa Mouindo. Coco. On avait rencontré beaucoup d'autres personnes, hein, des notables de chez nous. On avait rencontré Olive Moudekereza, qui lui est venu d'ailleurs à Eka, à l'espace, pour nous parler du business chez les Bachi. C'était des moments intéressants que nous avions partagés avec Bazazi et tout. Mais l'objectif premier de ces activités, c'est pour écrire notre histoire à travers les personnes qui l'ont vécu. Il nous dira, il a quel âge en ce moment. Il nous dira peut-être ce qu'il a déjà fait avec brio avant de commencer, parce que nous allons revenir sur l'histoire de chez nous à partir des années 1960, avant la conférence souveraine. On va revenir en fait dans la compréhension de notre histoire, selon les personnes qui l'ont vécu. Kuko bamingi hapa balizaliwa ku Saint-Luc, bengine ku hapa ku Biofarm, bia mingi abayoonaka. Il y a des gens qui n'ont jamais même vu la guerre. Moi balizaliwa après Mutebutsi, tant Mutebutsi abakumonaka. Et pourtant, on dit que nous vivons dans une zone où il y a toujours des guerres. Et donc, nous allons accueillir Mzazi wetu wa leo ambaye alitualika hapa, Maître Thomas Luango, avec Bivi Gelegele, tout à moi accueillir même si ni kwake. Merci donc. Nous allons donner d'abord la parole à Boluki, Christopher, pendant 2 minutes peut-être. Il va nous parler de cette initiative qui accompagne Autour du Feu. Et juste après, on va donner la parole à Mzewetu. Je regrette que Papa Tira n'est pas encore arrivé, mais il m'a... Tukaribishe chez Papa Tira, s'il vous plaît. Asante Sana, tel que je vous l'avais dit, on a commencé cette activité avec Papa Tira. Et puis désormais, Toucha, il est le facilitateur principal de Autour du Feu. À tout Seigneur, tout honneur, je vais peut-être donner un petit mot à Papa Tira. Un petit mot à Papa Tira qui va juste dire pourquoi c'est important ces genres de rencontres. Juste après, on va donner la parole à Boluki. Et puis plus tard, on va donner la parole à notre invité du jour qui va nous parler, qui va nous faire voyager à travers le temps. La fois passée, chers amis, nous étions à Goma. Les Gomatraciens ont réclamé l'organisation de quelques séances autour du feu chez eux. Dimanche passé, nous sommes allés animer un mariage dans la famille du vice-président de notre assemblée provinciale, Maître Bissimois. Il a formulé le vœu de participer à de désormais participer à toutes les séances de Autour du Feu. Je crois que son absence ici résulte d'un manque de communication, mais ça aurait été bon qu'il soit là. L'importance de ces affaires n'est plus à démontrer. Il y a 3 jours, nous avons reçu Madame Jeanne Bachou Nyenyezi. Elle venait nous présenter sa nièce qui vient de Kinshasa. Elle est étudiante à l'INA. Elle a suivi des séances de Autour du Feu. Elle mène des études sur la culture des Bashi. Et je crois que si vous téléphonez à Maman Bachou tout de suite et que vous lui demandez d'envoyer la brave dame ici, elle viendra en
en courant. Donc, jeunes gens qui êtes là, sachez que ces séances, elles sont importantes. Nous venons d'une réunion où parmi les résolutions, on a décidé de demander au président de la République de créer un fonds pour l'encadrement des jeunes. Et comment encadrer les jeunes? C'est organiser pour eux une éducation patriotique. Ce à quoi vous allez assister, ça sera éducation patriotique. Pour encadrer les jeunes, il faut leur octroyer aussi des crédits. Et pour octroyer encadrer les jeunes, il faut, donc parmi les résolutions qu'on a prises, leur donner une espèce d'exonération. Quand ils deviennent entrepreneurs, il faut exonérer ce qu'ils font. Donc, cher ami Patrice Zézé, tous les jeunes gens qui se trouvent ici doivent savoir qu'ils vont écouter quelqu'un, en tout cas, qui est plus informé, plus formé aussi que nous-mêmes. Hein. Il fait partie de la première génération des jeunes gens de l'ancien qui vouent avoir conquis leur diplôme à l'université la plus terrible du Congo, l'université Lovadium. Hein. Ce n'est pas n'importe qui réussissait là-bas. Et c'est pour ça que quelquefois, vous nous voyez, nous sommes arrogants. Hein. Quand quelqu'un a terminé à l'université Lovadium, il est arrogant. Vous pouvez venir avec votre thèse, je suis docteur en ceci, cela. Un licencié de l'ancienne université Lovanium, il lui dira Haouju Kitu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'ont pas eu de maîtres valables. Maître loin que vous avez écouté ici, que vous allez écouter, s'il vous cite les noms de ceux qui l'ont formé comme juriste, et si vous cliquez sur tous ces noms-là, vous allez voir que ce ne sont pas n'importe quels juristes. La valeur d'un intellectuel dépend des maîtres qu'il a eus. Je crois que cette brève introduction suffit pour inviter les jeunes gens qui se trouvent ici, qu'ils ont la chance d'écouter quelqu'un, en tout cas, de très informé et de bien formé. C'est un des pionniers de ce qu'on appelle l'Université catholique de Bukavu. Thank you, comme on dit in English. Boluki est né d'un constat tel que le patrimoine culturel historique de notre pays, à un moment donné, semble ne pas être valorisé, semble se perdre et personne ne s'en occupe. Et il y a eu des intervenants qui nous ont montré que ce qu'on appelle archives chez nous, en tout cas, c'est difficilement qu'on sait les reconstituer, qu'on sait les retrouver pour les exploiter. Et Boluki s'est dit d'essayer de voir comment reconstituer les archives de chez nous et à travers les livres qu'on peut encore trouver, qui ne sont pas encore disparus, tels que nous pouvons aller chez quelqu'un ou bien dans une bibliothèque pour juste prendre les livres sans les posséder. Nous scannons pour garder de manière virtuelle les éléments qui se retrouvent dans les livres là, afin qu'on puisse les utiliser plusieurs années plus tard. Comme vous le savez, il y en a qui disposent encore l'histoire de notre pays. C'est le cas de Bâtonnier Luango qui est à côté de nous maintenant, et tous les notables qui sont déjà passés autour du feu pour nous parler de notre histoire. Alors nous, on se dit, avant que ceux qui disposent encore de l'histoire du pays, de la ville,
ne disparaissent parce qu'ils ne sont pas éternels, il est possible de les rencontrer pour les écouter et retenir, non seulement écouter et que ça passe. Avec Eka, nous pouvons garder ces éléments comme vidéo, comme en termes d'enregistrement, pour qu'ils soient utilisés même 100 ans, même 200 ans plus tard. Voilà ce que nous on fait maintenant avec Eka, et nous pensons que ça doit durer le plus de temps possible pour que les Congolais d'aujourd'hui et de demain ne puissent plus avoir la possibilité de connaître, parce que pour savoir où nous allons, nous devons savoir ce que nous sommes aujourd'hui et d'où nous venons. Et comment savoir d'où nous venons? C'est à travers l'histoire. Alors, je dois dire merci encore une fois à tout le monde, et je suis là personnellement pour suivre attentivement. Je voudrais inviter tout le monde à suivre comme moi l'histoire qui va nous être donnée par le bâtonnier Luango. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, notamment les plus jeunes. Je suis heureux qu'ils soient là. Mais aussi les plus anciens. Je suis heureux qu'ils soient là. Je parle sous leur contrôle, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont me suivre et ils pourront, au moment venu, me dire, tiens, là, il fallait faire mieux, il fallait dire mieux ceci, il fallait dire autrement cela. C'est important. Les jeunes vont nous suivre. J'espère qu'ils auront des questions à nous poser. Mon défunt père, qui était enseignant comme mon ami Chira ici, mon défunt père a enseigné à l'école primaire pendant 60 ans. Et il m'a toujours dit certaines choses que j'ai retenues, sans avoir fait malheureusement la pédagogie. J'enseigne, mais toujours en me disant, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit qu'il faut faire comme ça, il faut faire attention à ça. Et il m'a dit, le meilleur élève dans une classe, c'est celui qui pose des questions. Il entend les questions qu'on lui pose, il y répond, mais en même temps il pose des questions. Quand un élève ne pose plus de questions, c'est que ou bien l'enseignant a été défaillant, ça ne marche plus, ou bien l'enseigné n'a pas suivi, ne voit pas l'intérêt de ce qu'on lui a enseigné. Alors il n'y a pas d'échange de questions. Or, il le faut. J'ai entendu tout à l'heure une parole qui me frappe beaucoup, et je pense qu'elle doit vous frapper aussi beaucoup depuis un certain temps. Revenir, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez dit, revenir dans notre histoire. J'apprécie cela. Je l'apprécie d'autant plus que c'est une formule qui m'a choqué il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous savez, les plus jeunes peut-être pas encore, ils sauront. Mais vous savez qu'il y a quelques années, il n'y a pas 10 ans, il y a quoi, je ne sais pas, 6 ou 7 ans, un grand personnage de ce monde disait des Noirs qui ne sont pas revenus dans leur histoire. Alors quand j'entends quelqu'un qui dit revenir dans notre histoire, je me dis il est à bonne école. Parce que c'était extrêmement choquant. J'en suis resté traumatisé d'entendre un Français qui nous disqualifie en disant que nous ne sommes pas rentrés dans notre histoire. Mais d'un autre côté, je me dis, il a peut-être raison. Il nous l'a dit brutalement, de façon très peu diplomatique, pas du tout diplomatique même. Ça nous a choqués, mais il avait peut-être raison. Je sais pas, vous vous souvenez du moment où ça a été dit? C'est lorsque le président, un des présidents français, qui était, je ne sais pas où, dans quel pays? Au Bénin,
À l'université de Dakar. Quelque part, Sarkozy, l'université de c'était Dakar. M. Sarkozy. Et il a dit, ces gens, ces peuples ne sont pas revenus dans leur histoire. C'est un peu choquant. Tout comme le suivant, qui est plus jeune, qui peut-être pourrait nous aider en n'utilisant pas des images bizarres. Mais c'est un jeune, j'attire l'attention des jeunes. Nous sommes dans un monde qui a complètement changé. Dans le temps, un diplomate, un chef d'État choisissait toujours les mots, choisissait les moments, choisissait les images de façon à ne jamais choquer. Mais là, vous vous souviendrez d'un président français qui va dans un pays et à sa demande, on organise des rencontres avec les universitaires, principalement de ce pays-là, mais aussi de pays voisins. Et devant eux, à un moment donné, comme c'est un peu notre patrimoine culturel, le courant se coupe. Dans la salle où il a commencé à donner sa conférence, le courant se coupe. C'est arrivé 2 fois. Et les 2 fois, le président du pays quitte sa place. À la 2e fois, il va lui-même voir comment il se fait que le courant se coupe. Il va certainement gronder. J'imagine que ses agents, ses collaborateurs ont dû recevoir un bon cigare. Mais au moment où il part, le président français dit « Ah, il part. Il va arranger les fusibles. » N'est-ce pas? Le courant s'étant coupé, les fusibles ont probablement sauté. D'habitude, c'est comme ça. Et il dit, il va arranger les fusibles. Quand ça vient d'un Français, je me dis, ça peut être une blague. Les Français blaguent beaucoup. C'est un esprit qui est peut-être très bon pour eux. Mais il y a des moments où ce n'est pas très bon. Et qu'un président, un chef d'État, dise ça d'un autre chef d'État, moi je me dis, tiens, il le considère comme un plombier, comme la basse classe, comme quelqu'un qui n'est pas digne d'être président. Je vais vous dire, je suis de ceux qui ont servi Mobutu. Les gens croient que ça ne me fait pas rougir. Parce que de ce monsieur, j'ai quand même retenu beaucoup de choses. Même des choses que je croyais connaître mieux que lui. Mais parfois, j'étais étonné qu'il le savait. Et puis surtout, j'étais impressionné par le fait qu'il savait observer. Il retenait ce qu'on disait, il retenait des leçons. Et au moment voulu, il s'en servait. Mais quand un chef d'État dit d'un autre chef d'État, il va réparer les fusibles dans la salle de conférence, je me dis, mais comment peut-il traiter son collègue de simple plombier? Ça me choque d'autant plus que probablement ce chef d'État africain a pensé que c'était vraiment son devoir, que c'était terrible, que le courant se coupe au moment où son collègue, son homologue européen est là et donne une conférence. Je pense que le chef d'État africain, en bon africain, a pensé que c'était son devoir d'amener son autorité vers les réparateurs pour leur dire ça ne doit pas arriver. Et je pense que ça doit nous rester. Un autre chef d'État, un grand de ce monde, là aussi vous vous souvenez, je ne veux pas que vous soyez plein de rancœur. Non, je dis, même ce qui est très mauvais, c'est une occasion d'apprendre. Vous vous souvenez d'un autre chef d'État qui, quelques années après, dit qu'il ne peut pas traiter les problèmes des Africains. Ce sont des États d'eux, n'est-ce pas?
Je ne dirai pas le mot qu'il a utilisé. Parce que c'est vraiment incroyable. Déjà qu'un chef d'État de ce monde très civilisé utilise certains termes bizarres, je me dis, le monde est en train de marcher sur la tête au lieu de marcher sur les pieds. Probablement, vous savez de quel président je parle à présent. Celui de France, j'ai dit France. L'autre, j'ai dit États-Unis. N'est-ce pas? Il nous a traités vraiment... C'est incroyable. Ce qui me console, c'est que finalement, ce monsieur-là montrait comment l'Américain se considère vis-à-vis du reste du monde. Dans la presse française, on a relevé le fait qu'un jour, on a vu à la télévision, les caméras ont montré M. Trump qui touchait le président français. Et deuxième geste, d'abord, il le touche comme ça au bras. Ça ne m'avait pas frappé. Je me disais, bon, c'est gentil, ils se font un peu copains. Mais un deuxième moment, il a fait comme ceci. Il a semblé chasser une petite poussière ou je ne sais pas quoi sur le costume du président français. Les Français étaient ulcérés. Ils ont dit ça, c'est un geste de mépris. Comment un président américain peut-il considérer notre président comme un malheureux type sur lequel il y a des trucs qu'on doit chasser? Et les Français en sont, ça se trouve dans la presse française. N'est-ce pas? Je pense que, malgré tout, ce sont des leçons pour nous. Nous devrions ouvrir les yeux et voir d'où nous venons, où nous allons, quel est le monde dans lequel nous sommes. Vous savez que pour le moment, le pays, disons, affronte une situation terrible aussi. Que les uns déplorent, d'autres, moi je dis, on me dit, nous avons une succession de 2 présidents. Si vous voulez, mettons 3. Nous avons eu le musée, que nous appelons le musée, n'est-ce pas? Et on était choqués. Le cas du musée a choqué beaucoup de gens. Parce que c'était assez curieux. Mais moi je dis, je crois que l'histoire est ainsi faite. Et l'histoire du Congo spécialement, nous continuerons encore longtemps à vivre des situations comme ça. Vous vous souvenez d'un moment où je ne sais plus quel président congolais va en France. Il y en a un que le président français n'a pas daigné saluer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La France invite les chefs d'État africains à ces fameuses conférences franco-africaines. On le montre recevant ses collègues ou ses homologues. Quand ils arrivent, ils entrent dans la salle de conférence. Et lorsque notre président arrive, le président français remarquable de grande taille et tout ça, il se retourne. Il a l'air d'être distrait et il semble parler à quelqu'un derrière lui pendant que notre président arrive. Notre président tend la main pour le saluer. Ça ne passe pas. Et finalement, le protocole français fait signe à notre président de passer, de ne pas attendre que le français le salue. Et notre président est passé. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut signifier. Qu'un chef d'État ne soit pas salué par un autre chef d'État. Et pourtant, nous n'étions pas en guerre. Apparemment. Moi, je me dis, ce que je connais de la diplomatie, ce que j'ai étudié, ce que j'ai dû apprendre à un certain moment, me dit, dans ce cas-là, il faut considérer que vous êtes en guerre. Dans ce cas-là,
Mais je parle des choses de mon époque. C'était comme ça quand nous on étudiait. Ne nous suivez pas trop. Nous avons certainement des tournures d'esprit qui dépendent de notre époque aujourd'hui. C'est peut-être normal aujourd'hui qu'un chef d'État, dans son pays, refuse de saluer un autre chef d'État qui l'a invité. C'est peut-être ça comme ça aujourd'hui. Mais moi, je sais que dans la diplomatie que nous avons apprise, notre chef d'État aurait dû se retourner et partir. Il n'aurait pas dû rester là. Un chef d'État méprisé comme ça ne reste pas. Un chef d'État traité comme un ennemi en guerre ne peut pas rester là. Malheureusement, bon, nous avons une tournure très africaine probablement, parce que l'Africain accepte des choses comme ça. Mais quand même, nous devons ouvrir l'œil et savoir ce que ça peut signifier. Vous voyez, le pauvre Trump m'a fait un petit geste comme ça, et les Français ont écrit, il a voulu montrer que le Français est un homme sale, que le Français est un petit, on doit l'épouster comme on époussait un enfant. Pour les Français, c'est resté. Et pendant des années, si Trump revenait, je crois que entre lui et les Français, ça n'irait pas du tout. Alors là, je dois dire que je suis heureux d'être devant vous et de pouvoir vous parler. De vous parler de choses qui probablement sont anciennes, que vous pourriez considérer comme anciennes. Mais j'en parle parce que je me dis, est-ce que les temps actuels ont remplacé ces choses-là par quelque chose de valable? Notre président, je crois qu'il y en a même deux chez nous, qui en France ont été méprisés comme ça. Parce que je crois aussi que Kabila, fils, n'a pas été salué. Ils entraient dans une réunion et on a vu le président français le laisser passer. Et il a mis les mains derrière et notre président est passé comme un petit enfant qu'on a grondé et qui a peur qu'on lui donne une raclée. Alors tout timide, il est passé. Moi je dis bon, mais ça signifie quoi finalement? Ce Congo pose des problèmes. Nous posons des problèmes au monde. Qu'est-ce qui peut faire que des chefs d'État du monde se comportent comme ça envers le chef d'État du Congo? Dernièrement, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 semaines, sur je ne sais plus quelle radio, où on disait, mais vous les Congolais, vous commencez à regretter Mobutu. Parce que, bon, vous l'avez rejeté comme vous avez fait, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes mieux? Et moi, je dis, je crois que c'est comme ça que se pose la question. Il y a une émission de quelqu'un que vous connaissez le professeur Mbokolo, Elikia Mbokolo. Dans ses émissions sur la rétrospective de l'histoire africaine, etc., et notamment le Congo. Curieusement, un dimanche, je suivais Mbokolo et il dit une des caractéristiques que nous avons perdues avec le départ de Mobutu, c'est que nous avons perdu quelqu'un qui a été capable de mobiliser les chansons et la danse. À première vue, c'est vrai, nous sommes pleins de mépris pour tout ce qu'il a fait dans ce sens-là. Et j'ai dit, je crois que nous avons raison. Il est quand même anormal qu'on nous ait embarqués dans un système heureux, le peuple qui chante et qui danse. Qu'on nous dise que c'est bon, oui, mais que nous ayons perdu du temps, des moyens énormes pour que des gens chantent et dansent, que nous ayons habitué les gens à danser au lieu de travailler. Je crois qu'effectivement nous avons posé un gros problème. Et votre génération qui doit diriger ce pays aujourd'hui et demain doit y réfléchir. Ce monsieur, je crois que
la leçon que moi je retiens, que j'ai retenue depuis, pendant que j'étais même avec lui, c'est que c'est un homme qui, peut-être plein de trop d'orgueil, ne voyait que sa personne. Des choses qu'il a pu faire, qui auraient pu être utiles au pays, sont devenues nuisibles. Parce qu'il ne voyait que sa personne. Cette histoire, c'est vrai que il y a des peuples qui chantent et qui dansent. Il n'y a pas que nous. Et je reconnais que c'est assez caractéristique du noir. Les gens qui chantent et qui dansent, j'en vois deux dans ce monde que Dieu a créé. Il y a les Noirs américains, il y a les gens de l'Union soviétique, de la Russie si vous voulez, qui eux aussi ont un culte du chant et de la danse. Cette nuit, j'ai passé des heures à regarder sur YouTube la musique russe. Ils ont une musique que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous connaissez, comment ça s'appelle? Les bateliers de la Volga. Les bateliers, c'est comme des piroguiers. Les bateliers, c'est le bateau. Ce sont les gens qui servent des bateaux. Et ces gens-là, en Russie, ont été remarqués parce que pendant des siècles, leur principal travail était d'aller au secours des bateaux qui étaient en difficulté, de les tracter, de les tirer pour les sauver. Les bateliers de la Volga. Ils ont laissé un chant qui est, hier je voyais à la télévision, à l'internet en fait, qu'ils disaient c'est un chant national. Est-ce que nous regardons bien cette histoire? Est-ce que nous arrivons à constater ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dedans? Tout ce que le monde nous sert sur le Congo, c'est toujours le négatif. Je ne défendrai pas un homme comme Léopold II. C'est vrai, ce monsieur, il est indéfendable parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Au point que jusqu'à aujourd'hui, il y a dans le monde des gens qui connaissent l'histoire, plein de gens qui disent mais on devrait faire le procès de Léopold II comme étant criminel de guerre, criminel contre l'humanité, etc. Et moi je dis, en partie je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a que ça? Il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, il existe pour le moment un documentaire de la veuve de Mobutu. La veuve de Mobutu, l'actuelle donc. Et on la voit pleurer quand elle dit « Mon mari est décédé. Je demande qu'on nous permette de ramener son corps au pays. Mais on me refuse ça. » Et chaque fois qu'on parle de lui, c'est vraiment négatif. Est-ce que cet homme n'a fait aucun bien? Rien, même pas un petit rien, qui soit positif. Et je l'ai vu pleurer. On a montré à cette occasion une image de Mobutu qui pleure. Mais cette fois-ci, je sais qu'il a pleuré plusieurs fois et qu'il y en a une où les gens disent « Ah, Ngalia Biabongo Toubile ». Il y a un moment où on montre Mobutu qui pleure et tout le monde dit bongo, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a des moments où Mobutu a pleuré. Cet homme-là, orgueilleux comme il était, puissant et tout, il a eu des moments où il a pleuré. Véritablement, indiscutablement. Quand sa première femme est décédée et quand il l'a ramenée, ce monsieur était vraiment effondré. On l'a vu quand il sortait de l'avion, on a dû le tenir. Il n'était pas capable de marcher de lui-même. Et moi je me dis ça signifie que réellement il était effondré. Vous avez dû le voir une autre fois très effondré. C'est quand il est revenu
pendant que la guerre de libération, puisque ce n'est pas la 40e guerre de libération, nous en avons eu beaucoup. Mais celle-là, il rentre d'Europe, de clinique où il avait été opéré et tout ça, et il pleure. Si vous vous souvenez de cette image, pour le peuple congolais, ces images doivent rester. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ces images doivent rester. Où on voit Mobutu complètement décomposé. Pour marcher, on doit le tenir et tout et tout. Je l'ai déjà vu 3 fois comme ça. Quand sa femme est décédée en Europe, quand le jour, je sais pas, il a rencontré Tshisekedi, quand il venait d'accepter que Tshisekedi prête serment, et Tshisekedi fait un geste magistral, terrible, et Mobutu pleure. Mobutu a encore pleuré quand il a fait son discours. Je prends congé du MPR. Et puis il s'effondre et il dit, comprenez mon émotion. Cette image est restée, cette phrase est restée, mais les gens s'en moquent. Oh, moi je vous dis, tel qu'on le connaît, il était sincère. Parce que pour lui, il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, il serait obligé de partir. Ce jour-là, bien qu'il ait fait des trucs bizarres ensuite, mais ce jour-là, il a compris qu'il risquait de partir. N'est-ce pas? Et puis le jour où, je disais, il est revenu de Suisse et tout ça, et pendant que la guerre faisait rage en province orientale, pendant qu'un de ses généraux nous avait dit, je vous promets, nous allons organiser une riposte foudroyante. Mais quand il arrive, lui, il pleure. Et il va dire, on m'a poignardé dans le dos. Ça aussi. Ça signifie que ce monsieur, qui se croyait, je ne sais pas, je me rappelle un de ses collaborateurs qui a un jour dit, il était à Kisangani celui-là, et il a dit, s'il faut choisir entre Jésus et Mobutu, je choisirai Mobutu. Et je laisserai tomber Jésus. C'est ça. Et tout à coup, on voit cet homme, on m'a poignardé dans le dos, et on doit le tenir et tout et tout. Vous savez, je pense que le peuple congolais doit réfléchir. J'ai l'impression que l'histoire nous laisse beaucoup de signes qui signifient que nous devons bien réfléchir sur notre destin. Moi, je continue à me demander quel est notre destin. Qu'est-ce que Dieu nous réserve? Parce que je crois que nous vivons une histoire terrible et on peut se demander, Dieu c'est notre Père quand même. Et son fils a dit, un enfant qui demande un poisson à son père ne peut pas, au lieu du poisson, recevoir un serpent. Et je me dis, mais son père, au fond, qu'est-ce qu'il nous réserve? Parce qu'il y a de quoi désespérer. Mais je me dis, puisque, en tous les cas, nous sommes chrétiens, croyants, nous espérons que, après tout ce que nous vivons, on verra bien ce que Dieu nous réserve. Je ne pense pas qu'il peut nous avoir destinés à la misère, à des guerres, à des choses comme ça. Non, tôt ou tard, il fera le nécessaire pour ce pays. À part ce message, qui n'est pas un message, je ne pense pas que je suis pessimiste. On pourrait même dire que peut-être que je suis naïf, que je crois qu'il y a un avenir merveilleux et tout ça, mais je crois que oui, ça viendra. Quand on voit ce que ce peuple a vécu sous Léopold II, vous êtes des jeunes, vous étudiez, même les tout jeunes doivent étudier et savoir ça. Des études des Européens, même des Belges notamment, ont attesté que quand on a donné le Congo à Léopold II, l'ensemble de ce pays qu'on lui a donné comptait plus de 30 millions d'habitants. Et que quand Léopold II, en 1908, a été obligé
d'abandonner le Congo, de le remettre à la Belgique, au peuple belge, il nous restait à peu près 12 millions d'habitants. C'est une des choses dont on l'accuse. Il aurait supprimé les 2/3 de la population du Congo. Je ne pense pas que dans l'histoire, même les Juifs qui se plaignent beaucoup n'ont jamais subi ça. Ceux qui ont souffert de la guerre allemande, la guerre de 40-45, 14-18 déjà, mais surtout 40-45, n'ont jamais vécu ça. Les Juifs d'aujourd'hui, même sous Hitler, n'ont jamais subi une situation où ils auraient perdu les 2/3 de la population. Il n'y a que nous. Alors, quelle est notre destinée dans le monde, dans cet univers que Dieu a créé? Quand il y aura la fin du monde, parce que je suppose qu'il y en aura une, mais qu'est-ce que nous serons? Quand chacun de nous va quitter ce monde et rejoindre nos ancêtres, en fait, qu'est-ce qu'il va emporter comme idée? Est-ce que nous partirons en nous disant, ouais, nous sommes des gens foutus, nous avons été bannis, c'est de nous que... Il y en a un qui a dit, je répondrai de la mort de mon frère. Il y a d'autres qui ont dit, on leur dit, mais vous avez tué le Christ, et ils ont dit, sa mort tombera sur nous et sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. Donc un cas où un peuple désespère et croit que jusqu'à la fin du monde, il sera toujours perdant. Moi je pense que, je suis un peu irréaliste peut-être, idéaliste, mais je pense que Dieu ne peut pas nous avoir destinés à cette vie malheureuse que nous vivons. Je pense cependant que le Congolais doit réfléchir. Nous vivons une situation dramatique. Je crois qu'aucun peuple n'a déjà vécu ce que vit le Congolais. Je crois que non. Il n'y en a pas. Mais nous traversons ça. À première vue, oui, nous souffrons, nous pleurnichons, nous plaignons. Mais quand on voit l'ensemble, au fond, le Congolais, autour de nous, le monde se demande. Le monde continue à se dire, mais comment les Congolais supportent cette situation? Comment est-ce possible? Comment des hommes peuvent-ils supporter cette situation? Et moi je dis, oui, c'est vrai, je crois qu'il y a une question. Dieu nous soumet à une épreuve, mais je crois qu'il nous a donné la capacité de résister, de souffrir sans nous décourager. Les jeunes qui viennent, je pense, devraient se dire, nous avons une vocation. Dieu doit nous avoir donné une vocation. Tôt ou tard, le monde saura quelle est notre destinée. Mais il faut se préparer. Il faut dès à présent. Chacun de nous, là où il est, doit déjà considérer qu'il est c'est un missionnaire. Il doit se préparer, il doit dès à présent faire ce qu'il peut faire. Et on ne doit pas rester complètement perdu. Nous devons lutter. Je crois que la première mission que nous avons, c'est de montrer qu'un peuple peut lutter dans des situations incroyables. Nous sommes dans une situation incroyable. Vous avez une monnaie, on nous a dit, vous savez, il avait été dit que si jamais cette monnaie était refusée quelque part dans le monde, celui qui l'a créé démissionnerait et il ne veut plus rien savoir. Quand finalement il a quitté le pouvoir, cette monnaie n'existait pratiquement plus. Elle ne représentait même pas 1/1000 de sa valeur de départ. Donc normalement il aurait dû déjà avoir démissionné 1000 fois. Mais Dieu, merci pour nous, il était toujours là.